Vivante ou morte, une chose est certaine, elle a été transportée dans le parking. Dans ce parking, dont seuls possédaient la clé les habitants de l'immeuble. Le 114 rue Petit n'avait aucun secret pour le meurtrier de Cécile Bloch. Bonsoir, X, Y, 16, 17, 16, 17, 7, 9, 3. Cette suite de lettres et de chiffres, c'est le profil génétique d'un homme que la police recherche depuis 3 décennies. Mercredi 5 mai 2021, cela fera exactement 35 ans que celui qu'on surnomme le grêlé, allusion à la qualité disgracieuse de la peau de son visage, frappait en plein Paris le viol et le meurtre de la petite Cécile Bloch, 11 ans, dans le sous-sol de son immeuble. Suivront au moins 2 autres meurtres et 6 viols. Liste restée toujours provisoire car on ignore toujours le nombre exact des forfaits du grêlé. Comme on ne sait toujours pas, malgré de longues enquêtes et les progrès de la police scientifique, qui se cache vraiment derrière cet homme athlétique aperçu par plusieurs témoins, prédateur qui s'est souvent fait passer pour un policier, meurtrier sans merci et sadique, épargnant ses victimes selon son bon vouloir. Depuis le milieu des années 90, le grêlé n'a plus fait parler de lui. Est-il mort ou bien son identification ADN l'aurait-il dissuadé de poursuivre sa trajectoire criminelle ? Ces questions, nous allons les poser ce soir à nos invités. Avec celle-ci, en point d'orgue, saura-t-on un jour qui est ce tueur anonyme qui, depuis 35 ans, empêche les policiers de dormir ? 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, un tueur surnommé le grêlé. 35 ans, presque jour pour jour, que cet homme échappe à la police. C'est effectivement au printemps 1986 que cette silhouette apparaît dans le paysage criminel. Ce lundi 5 mai 1986 au matin, Suzanne et Jean-Pierre Bloch, tous deux inspecteurs à la sécurité sociale, quittent ensemble leur appartement aux alentours de 8h. Au 3e étage de la cité Fontainebleau, au numéro 116 de la rue Petit, dans le 19e arrondissement de Paris. Luc Richard Bloch, étudiant de 24 ans, fils d'un premier mariage qui habite l'appartement, leur emboîte le pas. Il emprunte, lui, l'ascenseur vers 8h20. Reste alors seul dans le logement sa demi-sœur, Cécile Bloch, 11 ans, qui va sortir vers 8h45 pour rejoindre le collège Georges Rouault, tout proche. 10 minutes de marche à peine, l'établissement est juste derrière le périphérique. Pas de portable à l'époque. À 12h30, Suzanne Bloch téléphone comme toujours à sa fille qui a l'habitude de revenir déjeuner seule dans l'appartement après les cours. Le téléphone sonne dans le vide, la mère s'interroge. Elle s'inquiète brutalement quand on lui dit que sa fille ne s'est pas rendue au collège ce lundi matin. Les parents, affolés, rentrent aussitôt chez eux. Jean-Pierre Bloch refait le trajet de sa fille, parcourt les étages du numéro 116 de la rue Petit. Le concierge de la résidence est alerté. Il fait le tour de l'immeuble en commençant du 10e étage pour redescendre jusqu'au 3e sous-sol. Et c'est là, dans un recoin sans lumière et où peu de monde vient traîner, que le gardien découvre cette scène tragique. Une forme humaine roulée dans un bout de moquette sale, une main levée vers le ciel. Il s'agit bien de la petite Cécile Bloch. Son cartable ouvert n'est pas loin. Vers 16h, la brigade criminelle est alertée de cette découverte. Au 36 quai des Orfèvres, c'est le groupe de Bernard Pasqualini qui est chargé des investigations. Il apparaît que la collégienne a été étranglée à l'aide de cordelettes laissées sur place et qui ont également servi à l'entraver. Le bas du corps est dénudé. Les légistes établissent qu'elle a subi des violences sexuelles. Les indices, moquettes, cordelettes et faits de la victime sont placés sous scellé. Les policiers partent également à la chasse aux témoignages. Une demi-douzaine de résidents ont vu un homme de 20-25 ans, à partir de 7h30 du matin, emprunter le monte-charge car l'ascenseur avait été bloqué intentionnellement avec une allumette. En quittant l'appartement, le demi-frère de la victime s'est ainsi retrouvé lui-même dans le monte-charge avec cet individu, un inconnu qu'il décrit comme quelqu'un ayant des cheveux châtains courts avec une mèche sur le front, environ 1m85, un jean et des baskets usagées. Il paraît un peu négligé, il parle français sans accent. Il a dit bonjour à Luc Richard Bloch et lui a même souhaité de passer une bonne journée. Détail particulier, il a de grandes mains et surtout la peau du visage irrégulière, marquée de traces d'acné ou de variole. Rencontre furtive dans la lumière falote du monte-charge. À 9h15, alors qu'il avait déjà tué Cécile, une résidence voit ce même homme sortir
précipitamment de l'immeuble pour disparaître à l'extérieur. 3 jours après le meurtre et à l'appui des témoignages recueillis rue Petit, l'identité judiciaire dresse un portrait robot qui va être communiqué aux journaux, diffusé dans les commissariats et les gendarmeries, celui d'un homme qui va être surnommé le grêlé. Pas d'empreinte sur les cordelettes, le cartable de Cécile ou sur le morceau de moquette. Il se peut que le grêlé, aperçu main nue, ait enfilé des gants, peut-être, pour commettre son forfait. La crime part presque de zéro. Les policiers vont s'acharner et commencer à tirer un fil qui mène peut-être à l'assassin. Face à l'absence d'empreintes et de témoignages catégoriques sur l'identité possible du grêlé, la crime n'a d'autre choix que d'éplucher toutes les liasses d'avis de recherche de ces derniers mois. Pas d'ordinateur en ce milieu des années 80, c'est manuellement, fiche après fiche, que les enquêteurs, au nombre de 7, procèdent. Travail fastidieux, mais payant. Le 7 avril, 1 mois avant le meurtre de Cécile, la petite Sarah, 8 ans, a été agrippée par un homme très grand dans l'ascenseur de son immeuble, 7 place de Vénétie, dans le 13e arrondissement de Paris. Elle aussi partait à l'école. Elle a été jetée sur un matelas de fortune au 4e sous-sol. Frappée, à moitié étranglée, elle s'est évanouie. Elle a subi des violences sexuelles mais a survécu. Sarah reconnaît son agresseur sur le portrait robot. Le groupe sanguin de son violeur est également identifié A positif. La crime est persuadée d'avoir affaire à un seul et même homme pour ces 2 dossiers. Avec son habillement vestimentaire négligé et ses baskets usées, il pourrait s'agir d'un marginal. La police procède donc à des interpellations dans les squats et aux abords des gares, mais sans résultat. Les pédophiles sont également dans le viseur. L'un d'eux est arrêté, présenté aux témoins, mais personne ne le reconnaît. Il est relâché. L'enquête tourne en rond. Mardi 27 octobre 1987, vers 13h, plus d'1 an après l'agression de Sarah et le meurtre de Cécile, Marianne, 14 ans, rentre chez elle, rue Boulitte, dans le 14e arrondissement de la capitale. Elle n'a pas fait attention à l'homme qui lui a emboîté le pas. Il s'engouffre avec elle dans l'ascenseur et lui montre une carte barrée de tricolore. Il se dit policier, enquête sur un trafic de drogue dans l'immeuble. Il lui demande d'entrer chez elle en sa compagnie, lui pose des questions, montre une arme qu'il porte à la ceinture. De toute évidence, l'homme sait qu'il ne peut pas être dérangé et semble connaître les habitudes de l'adolescent. Il pousse Marianne sur le lit, la ligote avec des rallonges électriques, lui indique qu'il a déjà fait 9 mois de prison, la viole, avant de la recouvrir avec la couette. Il quitte l'appartement en disant à sa victime que les 2 pistolets qu'il porte sont des faux. Avant cela, il a glissé dans un sac noir en toile la platine audio, le magnétoscope et 14 disques de chansons et de musique classique qui se trouvaient dans le salon. Confirmation qu'il pourrait s'agir d'un zonard sans le sou, voire même d'un toxicomane qui s'empare de quelques objets de valeur pour les revendre. Marianne a eu la vie sauve et son témoignage intéresse au plus haut point les policiers. Elle n'est pas catégorique sur l'aspect grêlé du visage de son violeur. Le chef d'enquête, Bernard Pasqualini, a toutefois le sentiment que c'est bel et bien le grêlé qui est derrière ce viol. La police est confrontée à un homme qui se sait recherché et change de méthode. Après avoir attaqué par surprise ses 2 premières victimes, le voilà qui agit par ruse en se présentant comme policier. Personne alors ne sait jusqu'où il peut aller. Le grêlé s'était déjà fait oublier pendant 1 an. Il va désormais disparaître pendant 8 ans. En 1993, un juge d'instruction décide de classer l'affaire Cécile Bloch faute d'éléments probants permettant d'éclairer les investigations. Le tueur au visage grêlé va pourtant refaire surface. Ce mercredi 29 juin 1994, aux alentours de 14h, Ingrid, 11 ans, a désobéi à ses parents, un couple d'agents de la SNCF qui habite Mitry-Mory. Elle a enfourché son vélo pour aller rejoindre des copines qui jouent sous un pont de la SNCF le long de la voie ferrée. Une voiture blanche, qui sera identifiée comme une Volvo 340, arrive à sa hauteur. Un homme en descend et se présente comme policier. Il demande à Ingrid ses papiers d'identité. La petite fille est intimidée, répond qu'elle n'a pas ses papiers. L'homme lui passe les menottes dans le dos et la fait asseoir dans la voiture, direction le commissariat. L'homme roule en fait pendant une 60aine de kilomètres en direction d'une ferme abandonnée au milieu de la campagne, le domaine de Villerat, à Saclay, dans l'Essonne.
un lieu tranquille qu'il faut connaître pour pouvoir y accéder. Il conduit la petite fille dans la ferme délabrée et l'attache à un radiateur avec du fil électrique. Il la vouvoie. Il porte un blouson de cuir râpé, des baskets Nike et un jean noir. Ingrid va être violée, puis vers 17h, l'homme va disparaître. La petite fille va alors s'enfuir et donner l'alerte. La gendarmerie de Saclay, toute proche, va recueillir son premier témoignage. Enquête qui établit que la voiture blanche a servi à enlever Ingrid, que cette voiture a déjà été aperçue à Saclay 2 jours plus tôt, comme si le prédateur était déjà dans le secteur pour reconnaître les lieux. 4 mois après le viol d'Ingrid, un homme de 36 ans est interpellé dans le secteur de Mitry-Mory. Il ne roule pas en Volvo, mais en Volkswagen. Il a été surpris alors qu'il essayait de faire monter dans sa voiture 2 jeunes filles. Claude P. reconnaît des faits de viol, mais parle d'une femme de 22 ans qu'il a attachée avec une ficelle. Il ne se faisait pas passer pour policier, mais garde-chasse. Claude P. est réellement un violeur, mais pas celui de la petite Ingrid. D'ailleurs, celle-ci ne le reconnaît pas. En revanche, elle s'arrête sur un portrait robot qu'on lui présente, le portrait numéro 6, celui du grêlé, l'individu que recherche la crime depuis 8 ans. Cette fois, la juge en charge du dossier, Brigitte Brun, décide d'utiliser l'ADN technique qui ne cesse de progresser et commence à faire partie du paysage. Depuis des années, les proches de Cécile Bloch, notamment son père et son demi-frère, remuaient ciel et terre pour que l'ADN soit exploité. Les traces de sperme prélevées dans la ferme délabrée excluent définitivement le suspect, le fameux Claude P. En revanche, cet ADN donne un profil génétique. Il match avec l'ADN retrouvé sur 3 précédentes scènes de crime, celle de Cécile Bloch, dossier rouvert le 26 avril 1996, celle encore des viols de Sarah, 8 ans, et de Marianne, 14 ans. Avec Ingrid, le grêlé vient de refaire son retour. Le criminel était donc toujours en activité. Les surprises concernant le grêlé ne vont pas s'arrêter là. On va également retrouver sa trace derrière une épouvantable scène de crime dans un appartement parisien, l'œuvre d'un sadique. Les années vont s'écouler sans que le grêlé, en dépit des progrès de la génétique, ne soit identifié. Le 13 décembre 2000, la famille Bloch, qui vit toujours dans la peine et l'incompréhension après le meurtre, 14 ans auparavant, de sa petite Cécile, est reçue par la 5e juge d'instruction du dossier, la juge Bibal Seri. Le père de Cécile, Jean-Pierre Bloch, est depuis longtemps sur la réserve, déplorant que des moyens insuffisants aient été déployés pour cette enquête, regrettant que les choses n'avancent pas en raison de blocages. Il fustige les lenteurs des expertises scientifiques, le fait par exemple que la police et la gendarmerie ne s'entendent pas pour mener des expertises ADN dignes de ce nom. A-t-il été entendu? Le fait est que le 21 décembre 2000, la juge demande une large comparaison de l'ADN du grêlé avec des dossiers criminels restés sans réponse. Surgit alors un spectaculaire constat. L'ADN du grêlé figure aussi sur une scène de crime insoutenable, remontant à l'année 1987, 1 an après le meurtre de Cécile Bloch. Ce mercredi 29 avril 1987, la crime avait été effectivement appelée après la découverte de 2 cadavres dans un appartement chic du Marais à Paris, au numéro 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Une exécution sordide, perpétrée en fin de matinée, une scène de torture. Une jeune fille allemande au père, Irmgard Müller, 20 ans, dénudée, pendue au montant du lit, étouffée avant d'avoir eu la gorge tranchée. Dans le salon, le locataire, nu, couché sur le ventre en position de gondole, ses chevilles reliées à la gorge. Une exécution par étouffement perpétrée en suivant une méthode barbare appelée le garrot espagnol. L'irruption du grêlé dans cet appartement du Marais est plus que troublante. L'homme pourrait être un serial killer multicarte, aux tendances sexuelles les plus extrêmes, un névrosé capable de tuer de la façon la plus sadique qui soit. Lors de ce crime hors norme, 2 appareils photo de prix ont été emportés. L'occupant des lieux, un mécanicien d'Air France marié à une hôtesse d'accueil de la compagnie, travaillait la nuit, il dormait quand il a été agressé. C'est de toute évidence la babysitter qui a ouvert la porte à son meurtrier qu'elle connaissait. La gardienne a vu s'engouffrer dans l'appartement un jeune homme d'environ 25 ans portant un blouson de cuir.
qui venait de sonner à l'interphone, même silhouette que le grêlé. Il était sans doute l'un des amants de la jeune Allemande, une jeune femme qui consignait toutes ses rencontres dans 2 petits carnets, 30 noms d'hommes répertoriés, 29 identifiés, disculpés par leurs alibis puis par l'ADN, un seul patronyme non identifié, un certain Élie Loringe, domicilié selon les carnets au 13 rue Rubens à Paris, dans le 13e arrondissement. Peut-être un faux nom ou un nom mal orthographié, car ce Loringe n'existe pas. Au moment du double crime, l'adresse du 13e arrondissement est celle d'un immeuble en ruine. En dépit de ces avancées, le grêlé va disparaître du paysage criminel à l'aube des années 2000. On perd sa trace, même si les enquêteurs et la famille de Cécile Bloch, la première suppliciée, ne vont jamais le lâcher et continuer coûte que coûte à tout faire pour qu'il soit identifié. À l'été 2015, l'ombre du grêlé ressurgit à la faveur d'un nouveau dossier non élucidé, le meurtre de Karine Leroy, 19 ans, disparue le 9 juin 1994, au pied de la cité de Beauval, alors qu'elle se rendait à son lycée à Meaux, en Seine-et-Marne. Son corps avait été découvert le 12 juillet suivant dans un bois de Montceau-les-Meaux. Elle avait succombé à un étranglement et suffocation après avoir été entravée selon la méthode du garrot espagnol, la même technique imputée au grêlé dans l'affaire du double meurtre de l'appartement du Marais. Maître Didier Seban et Corinne Herman, avocats de la famille de la petite Cécile Bloch, avaient demandé et obtenu la réouverture de ce dossier. Les expertises génétiques dans ce dossier ne se révéleront pas toutefois très probantes, sans doute, à cause de l'état très dégradé des scellés. Le nouveau système informatique permettant de rapprocher des crimes dont le mode opératoire se ressemble, ce système, le Salvac, va faire émerger une autre affaire, celle de Sophie, une jeune agent immobilière violée et tuée en 1991 au cours d'une visite d'appartement rue Manin à Paris. Du sperme avait été prélevé sur la scène de crime, mais l'échantillon perdu par l'Institut médico-légal n'a jamais pu livrer ses secrets. 35 ans après le meurtre de Cécile Bloch, une 9e juge d'instruction pilote toujours le dossier du grêlé. Un homme insaisissable qui aurait aujourd'hui plus de 60 ans, un criminel redoutable qui n'est jamais réapparu, peut-être mort après toutes ces années, un insaisissable fantôme du crime.